Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter les premières lectures que j'ai effectuées au tout début du mois de décembre. Du coup au cours du mois de décembre j'avais lu 12 romans, donc du coup je vais vous en présenter 6 aujourd'hui et puis après il en viendra 6 autres dans une prochaine vidéo. Je tiens à m'excuser encore une fois pour le retard, mais comme je vous l'ai dit en ce moment j'ai un peu de mal à trouver le temps de filmer. Donc voilà, maintenant j'essaye de rattraper mon retard. Du coup, comme d'habitude, je vous passe en revue les différents livres que je vais vous présenter, comme ça vous saurez à quel moment de la vidéo les trouver. Du coup, tout d'abord, je vous parlerai de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Ensuite, je vous parlerai de Frangine de Marion Brunet. Puis, je vous parlerai de Manderley Forever de Tatiana Rosnay. Ensuite, ce sera au tour de 13 à table, donc le collectif de nouvelles pour les Restos du Cœur. Après, on continuera avec Caleb saison 2, donc Abigail de Mayra El Jundir. Et enfin, pour finir, je vous parlerai de Beautiful Disaster, donc de Jamie Maguire. Donc du coup, on va attaquer tout de suite avec Tant que nous sommes vivants, donc d'Anne-Laure Bondou et publié donc chez Gallimard. Donc j'avais vu passer pas mal de fois Tant que nous sommes vivants. Finalement, au moment où je comptais me le procurer chez France Loisirs, je l'avais trouvé d'occasion donc sur une brocante à un prix vraiment très dérisoire et donc du coup je me suis décidée à le lire début décembre, puisqu'à la base je devais rencontrer donc Anne-Laure Bondou au cours du salon de Montreuil. Finalement elle n'est pas venue le vendredi mais seulement le dimanche et donc du coup je l'ai raté. Donc j'espère que ce n'est que partie remise et que je pourrai la voir une prochaine fois. Mais donc en tout cas pour l'histoire, donc on va retrouver donc Beau et Ama, qui sont deux jeunes personnes qui vivent en fait dans la même ville et qui travaillent même dans la même usine, sauf que Ama travaille la nuit alors que Beau travaille le jour. Quand ils vont se rencontrer, ils vont avoir un réel coup de foudre l'un pour l'autre et du coup très rapidement ils vont habiter ensemble, etc. Donc au début du roman on les retrouve dans cet univers-là. Et puis en fait il va y avoir un très très gros accident qui va se produire. L'usine dans laquelle il travaille va exploser et Ama va se retrouver très blessée au cours de cet accident. Suite à ça, la ville va s'empreindre d'une sorte de très profonde mélancolie et tout le monde va un peu se mettre à juger son voisin. Et du coup, Beau et Ama vont décider de partir puisqu'ils trouvent qu'ils n'ont plus leur place dans cet univers-là. Et donc ils décident de partir et d'aller visiter ce qu'il y a autour. En sachant que dans la ville d'où ils viennent, c'est pas quelque chose de très courant. Et donc du coup voilà, donc dans la deuxième partie du roman, ils partent vraiment à la découverte d'autres choses. Et donc la troisième partie du roman, ils ont trouvé leur coin de paradis pour s'installer et on suit du coup un peu plus un autre personnage. Donc en fait le début du roman est raconté d'un point de vue externe. Finalement c'est le même narrateur tout du long, c'est juste qu'au début c'est un personnage qui n'a pas encore vraiment croisé leur route. Et tout le début du roman est vraiment magnifique. Le début du roman m'a très très profondément touchée. Plusieurs fois j'ai dû faire des pauses dans ma lecture parce que les émotions étaient très fortes. À ce moment-là, je pense que c'était peut-être aussi dû au moment où je l'ai lu. Enfin, en tout cas, voilà, tout le début m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé juste que c'était très beau et ouais, voilà. C'est un côté très poétique et en même temps assez sombre. Ça va bien avec la couverture. Tout le début du roman, on pourrait un peu le vivre en noir et blanc, quoi. Et puis après, avec le reste, on rentre un peu plus dans un monde en couleurs, un peu plus avec des beaux paysages, etc. On quitte un peu le côté morne et monotone de la ville. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment adoré tout le début. J'ai pas mal aimé aussi toute la partie où il découvre, où il plonge dans l'inconnu, etc. Après la dernière partie, donc sur leur île paradisiaque, m'a un peu moins plu et la fin m'a laissé très... Enfin, je sais pas. Cette fin, j'ai trouvé très bizarre. J'ai eu beaucoup de mal avec la fin de l'histoire de Beau et Ama, que j'ai trouvé vraiment très triste et ouais, qui m'a beaucoup fait pleurer, etc. Que j'ai vraiment trouvé affreuse. Et après, donc la fin de l'histoire en elle-même, elle m'a pas spécialement plu.
je l'ai trouvé un peu sans plus. Mais c'est surtout la fin de Bohéma qui m'a vraiment marquée. Et donc globalement, oui, c'était une très belle histoire qui s'inscrirait presque plus dans un conte que dans un roman à proprement parler. Malgré ça, si je peux faire une petite critique, c'est que je trouve que par rapport à la deuxième partie, je suis peut-être un peu vieille, mais j'ai trouvé ça un petit peu jeunesse. Malgré tout, c'est quand même une très belle histoire et que je vous encourage à découvrir si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour dans tout ce qui est contemporain et les histoires d'amour originales et très belles, parce que c'est vraiment le cas ici. Mais en tout cas voilà, donc du coup j'ai mis un 4,5 sur 5 avec un bémol donc, pour la vraie fin de l'histoire qui m'a, pas plus que ça. Ensuite j'ai donc lu Frangine de Marion Brunet. Donc Frangine, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, je ne me souviens plus de son prénom, mais donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va grandir dans une famille homoparentale, donc avec 2 mamans. Et tout ça est donc raconté du point de vue de son frère. Donc les deux, le frère comme la sœur, oui c'est ça, le frère comme la sœur, sont au lycée, et donc en fait la jeune fille va subir pas mal de critiques par rapport à sa situation familiale. Et pas mal de critiques, pas mal de moqueries qui sont vraiment pas sympas. Et donc son frère à côté de ça se retrouve assez impuissant, il veut l'aider, il sait pas comment l'aider, sa sœur refuse son aide. Et donc c'est un récit qui est quand même assez difficile au début. Et pendant une très grande partie de l'histoire, en fait, jusqu'à vraiment le moment où elle décide que non, ça suffit, qu'elle se laissera pas marcher sur les pieds. Donc j'avais lu Frangine parce qu'à nouveau pour le salon du livre de Montreuil, Marion Brunet, je savais qu'elle y serait, et donc je n'avais plus la gueule du loup puisque je l'avais empruntée. Et donc j'avais envie d'arriver quand même avec quelque chose pour lui faire dédicacer. Et donc du coup quand j'ai fait dédicacer Frangine, j'étais en fait en train de le lire. Mais j'étais vraiment très contente de retrouver à nouveau l'écriture de Marion Brunet. Je trouve que son style d'écriture change un peu ici par rapport à La Gueule du Loup. Dans La Gueule du Loup, comme je vous avais dit, j'ai trouvé que c'était très adapté au roman, et donc du coup que ça avait un côté très évasion, etc. Ce roman-ci est beaucoup plus terre à terre, mais malgré ça j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une narration qui était très particulière et très très jolie, qui m'a vraiment beaucoup plu, qui fait la force de ce livre. C'est un livre qui a reçu énormément de prix, qui a été sélectionné en tout cas pour énormément de prix, qu'on a reçu plusieurs. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment un roman de qualité. Pour ma part, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début, mais par contre après j'ai vraiment beaucoup accroché et beaucoup aimé. Et donc du coup je lui ai mis un 4,5 sur 5 aussi. Et donc pour moi Marion Brunet, oui, il reste vraiment, et pour moi vraiment une auteure contemporaine qui écrit particulièrement bien, qui est vraiment douée et qui est vraiment à suivre. Et donc du coup je vous recommande vraiment Frangine, et si vous avez envie d'évasion, je vous recommande La Gueule du Loup. Ensuite j'ai donc lu Manderley Forever de Tatiana Drosnet, donc c'est la biographie qu'elle a écrite sur la vie de Daphné du Maurier, qui est donc son écrivaine préférée. C'est une biographie mais qui est écrite, qui est construite de manière quand même assez romancée, et du coup ça rend pas la chose barbante ou quoi, ça se lit comme un roman. Et en fait j'ai trouvé que globalement c'était un travail qui était vraiment, ça sentait qu'il y avait vraiment eu un très gros travail dessus, un très gros travail de recherche, d'investissement. Et d'ailleurs Tatiana Drosnet le raconte dans ce livre, puisqu'elle décrit donc justement comment elle s'est rendue sur les lieux, tous un peu empreints de magie, où est passée, où a habité Daphné du Maurier. Et donc on ressent vraiment qu'il y a tout cet énorme travail. On ressent aussi que voilà, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment beaucoup à cœur, mais malgré ça elle a réussi à en faire un livre très agréable à lire, bien que pour autant ce soit quelque chose de vraiment très documenté. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé le côté un peu voyage dans le temps, puisque c'est vrai qu'on parle quand même d'une autre époque, en tout cas pour ma part qui suis assez jeune, c'est vraiment une autre époque. Mais voilà, du coup c'était un roman que j'avais vraiment apprécié,
Et c'est vrai que je trouve que de ce côté-là, pour avoir réussi à rendre une biographie vraiment aussi intéressante que ça et qui m'a vraiment donné envie donc, de lire du Daphné du Maurier et de me rendre sur les lieux, je trouve que dans ce sens-là, Tatiana de Rosnay a vraiment réussi son pari avec ce livre. Et du coup, je vous le recommande vraiment. En plus de ça, il me semble qu'il sortira il sortira au cours des prochains mois en format poche. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce que j'avais vu. Mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu 13 à table, donc l'édition 2016. Donc à nouveau, c'était un recueil de plusieurs nouvelles de plusieurs auteurs dans le but d'amener donc des fonds au Restaurant du Cœur. Il était vendu 5 € et donc ça correspondait à 4 repas distribués. Du coup, comme l'année dernière, je l'ai acheté quasiment dès sa sortie. Je l'ai acheté pour le côté bonne action et je l'ai aussi acheté parce que ma foi l'édition précédente m'avait vraiment plu et m'avait permis de découvrir des auteurs français que je ne connaissais pas ou peu. Et donc du coup voilà, j'ai voulu retenter le jeu cette année. Malheureusement pour le coup j'ai été quand même assez déçue. Donc cette année le thème c'était frères et sœurs, l'année précédente c'était les repas. Je trouvais que les repas ça avait un côté beaucoup plus convivial déjà peut-être que les frères et sœurs, mais finalement c'est surtout que je suis pas du tout rentrée dans ces nouvelles là. Il y en a certaines que je retiens vraiment et qui m'ont beaucoup plu. Là celles qui me viennent en tête c'est celles des histoires donc, de Michel Bussy, Maxime Chatham et Karine Gibel. Malheureusement pour les autres elles m'ont pas marquée. Ou sinon si, il y en a une qui m'a pas mal marquée, c'est celle de Stéphane de Groot, qui est une nouvelle très très courte qui fait genre, vraiment moins de 10 pages, mais pour laquelle je me suis vraiment, j'en ai bavé pour la lire dans le sens où c'est une nouvelle qui en fait est construite uniquement à base de jeux de mots. Et pour réussir à suivre l'histoire avec tous ces jeux de mots partout, je me suis complètement fait des nœuds au cerveau. Et donc si vous voulez lire quelque chose de très particulier, lisez cette nouvelle. Mais après c'est vrai que voilà, globalement c'est quand même... Je suis beaucoup moins rentrée dedans, je suis un peu passée à côté. Et donc par rapport à l'année précédente, c'est un petit peu un flop. En plus de ça, je trouvais aussi qu'au niveau esthétique, celui de l'année d'avant était plus joli. Mais bon voilà, après ça c'est un détail. Mais malheureusement c'est un peu la lignée de tout ça. Donc j'espère malgré tout que ce sera reconduit l'année prochaine et qu'il y aura à nouveau des histoires vraiment intéressantes et qui me referont le même effet que celle de 2015 et non que celle de 2016. Voilà. Donc ensuite j'ai lu donc, le second tome de Caleb, donc Caleb saison 2 Abigail de Meira El Jundir. Donc j'avais lu le tome 1 au cours du mois d'octobre, je m'étais procuré le tome 2 entre temps et donc j'ai lu le tome 2 au tout début des vacances de décembre. Donc pour l'histoire, dans le tome 1 on découvrait Caleb qui a 19 ans et qui est un jeune empathe, à savoir que donc il peut ressentir mais surtout manipuler les émotions des autres. Il va découvrir qu'en fait ses pouvoirs sont liés à un volcan, donc le volcan islandais Eyjafjallajökull en gros, voilà. Celui qui était rentré en éruption il y a quelques temps en Islande. Et donc du coup comme d'autres personnes il fait partie des enfants du volcan, donc de jeunes, de personnes dans tous les cas qui ont reçu des sortes de pouvoirs suite à des éruptions du volcan. Donc l'empathie est l'un des plus gros qui est possible. Et donc dans la saison 1, Caleb découvrait tout ça, il devait apprendre à vivre avec et en même temps il devait commencer vraiment à fuir puisqu'il est du coup pourchassé par le réseau Sentinelle qui veut mettre la main dessus et qui a des intentions qui ne sont pas forcément très, très bonnes. Dans le tome 1, on découvrait également le personnage d'Abigail qui prenait donc une place assez importante à la fin du récit. Et donc ici dans cette saison 2 c'est enfin donc la fameuse rencontre entre Caleb et Abigail. Je veux pas du tout vous en dire plus sur Abigail parce qu'on découvre vraiment le personnage dans la saison 1. Mais en tout cas voilà, donc ce livre aussi est assez, leur rencontre est assez explosive, donc le livre l'est pas mal aussi. Il m'a plutôt bien plu, la fin était, il y a eu un gros retournement de situation vers la fin.
En parallèle de ça, donc on suit donc tout le début, toute la naissance de la mythologie des enfants du volcan. De ce côté-là, je trouve que la mythologie est très très bien faite et donc du coup, on suit les personnages en Irlande et en Islande et à nouveau, tout ça c'était très bien fait, très bien décrit. Après, malgré ça, le tome 2 m'a quand même un peu moins marqué en mémoire que le tome 1. C'est peut-être parce que je l'ai lu plus vite, c'est vrai que je l'ai quand même je l'ai lu sur 2 soirées il me semble. Enfin bon voilà. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture, à nouveau vraiment ça se lit très bien et du coup j'ai très hâte de lire le tome 3 pour connaître bien la conclusion de cette trilogie. Mais en tout cas c'est une trilogie que je vous recommande. Et qui a surtout aussi je trouve l'avantage d'être quand même assez originale par rapport à d'autres choses qu'on peut voir passer en ce moment. En tout cas pour ma part c'est une série que j'aime vraiment pas mal. Et ensuite, donc pour finir, je vais vous parler de Beautiful Disaster, donc de Jamie Maguire. En fait, j'ai lu tout au long de l'année 2015, j'ai lu donc toute la série Beautiful, mais donc Beautiful Bastard de Christina Loren, qui est donc une série de romances érotiques qui m'avait ma foi plutôt bien plu, surtout vers la fin. Mais une fois que c'était fini, j'avais un peu envie de trouver autre chose. Parce que voilà, j'avais fini cette série-là et donc j'avais envie d'en trouver une nouvelle à commencer. J'avais entendu beaucoup de bien de Beautiful Disaster et du coup je l'avais trouvé en format numérique et donc du coup je me suis lancée dedans. Alors c'est un côté très très addictif parce que je l'ai vraiment lu très rapidement. En plus de ça, oui, peut-être que le fait de lire sur son téléphone ça fait aussi qu'on l'a toujours à portée de main, etc. Mais en tout cas, enfin voilà, je l'ai vraiment dévoré. Je suis pas restée très longtemps dessus. Et donc dans l'histoire, on retrouve Travis et Abby, et donc tous les deux vivent sur le même campus universitaire. Au début, donc Travis va pas mal tourner autour d'Abby qui l'envoie bouler clairement, alors qu'il a tendance d'habitude à faire tomber toutes les jeunes filles, et donc du coup il se demande un peu quelle est cette fille qui lui résiste. Et finalement, en fait, ils vont se lancer dans un pari, et l'idée du pari c'est que si Abigail perd, elle va devoir venir emménager chez Travis pendant une semaine. En sachant que Travis vit avec son colocataire qui sort lui-même avec une des meilleures amies d'Abigail, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas voilà, et donc du coup c'est le pitch de base, et donc forcément Abigail va perdre le pari et va aller habiter chez Travis. Finalement elle va pas y habiter seulement pendant une semaine puisqu'il va y avoir quelques événements qui vont faire que son séjour va être prolongé. Et ma foi, j'ai vraiment adoré toute la période justement où Abby habite chez Travis. Toute cette période où ils apprennent à se connaître vraiment, comment ils sont, etc. J'ai vraiment adoré tout ce passage. Par contre, en fait, le côté érotique que je pensais trouver dans ce livre, en fait, il n'y est pas vraiment. On va dire qu'il y a quelques scènes un petit peu... il y a quelques scènes de sexe, mais qui sont vraiment légères et avec assez peu de description, et elles sont toutes vers la fin du roman en fait. En tout cas à partir du milieu et vers la fin, mais pas du tout le début. Et finalement j'ai beaucoup aimé tout ce passage du début. Donc j'ai beaucoup aimé la fin, justement la transition entre quand elle habite chez lui et quand elle n'y habite plus. Et après j'ai un petit peu moins aimé la deuxième phase, un petit peu suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. De je t'aime moi non plus, j'ai un peu moins aimé, j'ai un peu moins accroché avec toute cette phase là. Toute la phase où ils partent à Las Vegas, c'est pareil, j'ai un peu moins aimé. Par contre j'ai beaucoup aimé la rencontre d'Abby avec la famille de Travis. Enfin voilà, bon, il y a des éléments que j'ai beaucoup aimé, il y en a d'autres que j'ai moins aimé. Mais globalement ça a été plutôt une bonne lecture, j'ai bien apprécié, donc je l'ai lu très rapidement. Après d'après moi je n'ai pas trouvé la nouvelle série qui va remplacer Beautiful Bastard, notamment parce qu'en fait la série n'est pas tout à fait construite comme je le pensais, et donc Beautiful Disaster c'est donc le premier tome. Après donc il y a un tome Beautiful Wedding qui est un peu, qui est plus court et qui raconte un peu la suite de l'histoire de Travis et Abby. Il y a Walking Disaster, mais celui-ci en fait c'est juste du point de vue, certaines scènes, certains passages, quelques passages en plus, le tout du point de vue de Travis et non plus d'Abby. Pour le coup c'est pas un concept qui m'intéresse beaucoup en général, je sais pas trop si je le lirai. Mais par contre là, début février, le 3 si je dis pas de bêtises, j'ai le truc
là, ouais c'est ça, le 3 février va sortir donc Beautiful Oblivion qui est lui un nouveau tome, une nouvelle histoire et qui raconte cette fois-ci les histoires amoureuses d'un des frères de Travis qu'on avait donc découvert dans Beautiful Disaster et pour le coup ça m'intéresse pas mal. Mais en tout cas voilà, c'était une histoire qui était bien. Après oui aussi j'ai trouvé qu'elle était quand même très peu réaliste, faut bien dire ce qui est. Mais bon, c'était une lecture plutôt sympa, j'ai mis un 4 sur 5. J'ai peut-être un petit peu sympa. On va dire voilà, j'ai mis un 3,5 sur 5. C'était une note, c'était une... Ouais c'est ça, c'était une lecture sympa. Et du coup, je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui aiment le new adulte parce que pour le coup, donc c'est pas un roman érotique, c'est plus du new adulte. Enfin, en tout cas voilà, donc du coup j'en ai fini avec mes 6 premières lectures. Je vous retrouverai, je l'espère, assez prochainement pour vous présenter les 6 suivantes du mois de décembre et comme ça après je pourrai attaquer celle de janvier. En sachant qu'il y a quand même pas mal de bonnes lectures à venir et pas mal de bons livres à vous présenter. Donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, je vous laisse et puis je vous embrasse. Salut!